Le Kaiser était fasciné par la mer. Ses meilleurs souvenirs d'enfance étaient ceux passés à jouer à Osborne sur l'île de Wight, la propriété de bord de mer de sa grand-mère, la reine Victoria. De Portsmouth, il pouvait apercevoir des navires de toute classe. Ils ont fait naître en moi le souhait de construire mes propres navires un jour. Et puis, quand j'ai grandi, de posséder une marine aussi puissante que la marine anglaise. À la mort de son père, le Kaiser Frédéric III, en 1888, Guillaume fut couronné empereur de la nation la plus dynamique du continent européen. Un empire qui s'était développé largement grâce à la politique habile et volontariste du chancelier Otto von Bismarck et à la puissance de l'armée prussienne. Guillaume était un réactionnaire. Il savait que nombreux étaient ceux qui encourageaient l'expansion de l'Allemagne afin qu'elle joue un rôle dans les affaires mondiales. L'industrie de son pays était équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Donc pourquoi ne pas transformer cette puissance économique en puissance politique au niveau mondial? Quel meilleur symbole pour une puissance mondiale qu'une marine puissante? Après la chute de Bismarck en 1892, la voie était ouverte pour le nouveau Kaiser et ses partisans. À partir de 1900, l'Allemagne commença à bâtir une puissance navale et terrestre, quelles qu'en soient les conséquences. En 1906, les Anglais lancèrent le premier Dreadnought, un navire qui surpassait n'importe quel autre bâtiment de combat. John Fisher, amiral de la flotte, pensait que le coût de construction de ces nouveaux navires de guerre et l'adaptation des bassins pour les entretenir rendaient leur fabrication par l'Allemagne totalement inaccessible. Le Kaiser, conscient qu'il ne fallait pas que l'Allemagne reste en arrière, fit approfondir ses ports et commença à produire ses premiers cuirassés. La flotte allemande doubla de taille pour la plus grande satisfaction des responsables de la force navale, comme l'amiral Tirpitz, et des industriels qui bénéficiaient des commandes. Une course à l'armement se jouait entre l'Angleterre et l'Allemagne en vue d'une confrontation pour la domination du nord-ouest de l'Europe. Peu d'armes employées lors de la Première Guerre mondiale exercèrent une influence aussi marquante sur la conduite des hostilités que les sous-marins. Le pays indissociable du développement de la guerre sous-marine fut l'Allemagne. La guerre sous-marine se déroula sur deux fronts distincts. La guerre contre les navires de guerre de surface et celle contre les navires marchands. Au début du conflit, les stratèges navals ne pensaient qu'à la guerre de surface. Les premiers grands succès allemands dans la guerre sous-marine avaient créé un véritable climat de peur des sous-marins chez les commandants de la flotte de surface, les rendant parfois peu désireux de risquer leurs navires dans les eaux ennemies. En termes de pertes, les sous-marins n'eurent qu'un petit impact sur les forces navales. Les opérations des sous-marins contre les navires de commerce n'étaient pas envisagées à grande échelle au commencement de la guerre. Les conventions maritimes exigeaient que l'équipage d'un navire intercepté soit mis à l'abri avant que leur navire ne soit coulé. L'habitude de lancer une attaque à la torpille sans aucun préavis ni alerte mit un certain temps à s'imposer. Ce n'est que lors de la deuxième partie du conflit que la guerre sous-marine sans limite devint générale. Le torpillage du Lusitania fut la plus célèbre des centaines de rencontres entre U-boats et navires alliés ou neutres. Le Lusitania fut attaqué et coulé le 7 mai 1915 en mer d'Irlande, causant la mort de 1200 civils.
La marine allemande décerna une médaille d'honneur à l'équipage du sous-marin, tandis que la propagande alliée fustigeait l'événement et ses commémorations. Parmi les victimes, il y avait 128 Américains. Cette action s'avéra être un moment crucial du conflit, participant à faire basculer l'opinion publique américaine de l'isolationnisme vers l'acceptation de son implication dans la guerre. En 1917, l'Allemagne, forte de plus de 100 vaisseaux, commença sa campagne dans le but de mettre à genoux l'Angleterre. Au début, la tactique fonctionna comme prévu. Les pertes maritimes alliées étaient en moyenne de 630 000 tonnes par mois, avec un pic à 866 000 tonnes en avril 1917. Ces pertes conduisirent à la mise au point de principes de convoi pour les Alliés, une idée à laquelle l'amirauté était hostile, désireuse qu'elle était de garder sa flotte de surface pour des opérations plus conventionnelles. Au début 1918, les Allemands étaient en passe de perdre la guerre sous-marine, et mois après mois, le flux d'approvisionnement de matériel, militaire ou non, vers l'Angleterre augmentait régulièrement en volume. Les U-boats ne pouvaient plus renverser le cours de la guerre et sauver l'Allemagne d'une probable défaite. Après les premiers mois de conflit au cours desquels il y eut quelques affrontements en haute mer, la guerre maritime en surface se déplaça dans les eaux européennes. La bataille du Jutland, qui eut lieu à la fin mai 1916, fut la seule action de grande ampleur de la Première Guerre mondiale. L'amiral Lippner fonçait vers la mer du Nord avec 5 croiseurs face à la flotte de 16 navires de combat modernes commandés par l'amiral von Scheer. Il cherchait à entraîner la Royal Navy loin de sa base anglaise. Les deux flottes engagèrent le combat à une vitesse relative de 80 km/h. Il fut rapidement évident que l'armement allemand était largement supérieur à celui de la Royal Navy. 4 des navires anglais furent durement touchés et un autre explosa, puis coula. Les navires de soutien anglais arrivèrent sur place et commencèrent à tirer sur la flotte allemande, mais n'arrivèrent pas à stopper les croiseurs allemands. Ceux-ci s'éloignèrent, coulant un autre croiseur anglais. Le combat durait depuis 90 minutes. Les deux marines étaient engagées dans des manœuvres navales compliquées. En dépit de son armement bien plus puissant, la flotte allemande fut écrasée par le nombre. C'est ce qui décida von Scheer à faire demi-tour. Bien que d'un point de vue tactique, la Royal Navy ait remporté cette bataille, ses pertes étaient bien plus lourdes que celles subies par la marine impériale allemande. La marine allemande ne risqua plus sa flotte durant le reste de la guerre. Le 28 octobre 1918, les autorités allemandes ordonnèrent à la flotte de se regrouper en mer et de lancer un raid dans la Manche. Ce dernier ordre semblait être une simple gesticulation décidée par les officiers, plus intéressés à sauver leur réputation que la vie de leurs hommes. Le moral des marins était dangereusement bas. Ils ressentaient intimement l'arrogance de leurs officiers, la dureté de la discipline et les disparités des rations entre les officiers et les hommes. Les équipages de 2 croiseurs, le Thuringen et le Heligoland, se mutinèrent et éteignirent les chaudières de leurs navires. Le 4 novembre, les dockers et la garnison de Kiel se joignirent aux mutins et formèrent leur propre comité de travailleurs et de soldats. Les comités de marins n'étaient pas déloyaux envers le gouvernement. Ils rencontrèrent des représentants de ce dernier qui les assurèrent qu'il n'y aurait pas d'assaut contre eux, promirent des conditions de vie meilleures, avec prime à la mer, la fin de l'état de siège
et la libération de tous les prisonniers. En 1918, la guerre était perdue. La flotte allemande de haute mer fut conduite à la base de Scapa Flow dans les Orcades. Les navires devaient y être désarmés, mais la marine impériale allemande fit un dernier coup d'éclat face aux Anglais. Elle s'aborda tous ses navires de combat, croiseurs et destroyers. La décision de von Reuters de s'aborder la flotte coûta à l'Allemagne tous ses navires de guerre. Mais le succès de l'opération leur permit de garder la tête haute lors de la signature du traité quelques semaines plus tard au château de Versailles. Un chapitre du traité stipulait que l'Allemagne devait abandonner ses navires de guerre aux Alliés. Grâce à von Reuters, l'essentiel de la flotte était détruite. Et les vainqueurs repartirent donc de Versailles les mains vides. À la fin de la guerre, le reste de la puissante marine de l'Allemagne fut démantelé selon les termes de l'armistice, ne l'autorisant à conserver que quelques petites unités pour la défense côtière. La construction de tout nouveau bâtiment serait soumise à des limitations de taille. Ainsi, tous les navires allemands seraient bien plus petits que ceux de n'importe quel autre pays. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le rôle joué par la puissance navale ne fut pas différent de celui joué au cours du conflit de 14-18. Son premier rôle était de sécuriser les océans pour s'opposer aux flottes adverses, afin de s'assurer que les liaisons maritimes soient maintenues. Au début de la guerre, le cuirassé demeurait le type de navire principal. Pendant la course à l'armement, Hitler avait décrété que la marine allemande devait être assez forte pour égaler la flotte anglaise. Débuta alors un programme de construction ambitieux. En revanche, le grand amiral Erich Raeder, commandant en chef de la marine, pressentait qu'un tel plan était sans espoir et que l'Allemagne ne pourrait jamais égaler en surface la puissance de la Royal Navy. À la place, il penchait pour un programme de construction de sous-marins, afin de pouvoir couper les liaisons maritimes britanniques. En conséquence, le programme de développement naval, le plan Z, était un compromis. Il y aurait quelques nouveaux navires de ligne et une mise à niveau de la flotte existante. Le Schleswig-Holstein était le dernier cuirassé avant l'ère des dreadnoughts. Au déclenchement des hostilités, ce navire était considéré comme dépassé. Il avait été engagé dans la campagne de Pologne et utilisé intensément pour bombarder les zones portuaires comme celle de Gdansk. Le navire entra dans le port avec des troupes d'assaut à son bord. Pendant l'attaque, le bombardement ne s'interrompit pas et dura toute la journée et la nuit suivante. Le port polonais, qui était également un important dépôt de munitions, était très bien défendu. Mais finalement, après s'être vaillamment battu, les Polonais capitulèrent. Sa mission achevée, le Schleswig-Holstein se rendit dans le golfe de Gdansk pour poursuivre ses bombardements des défenses côtières, où il fut rejoint par son sister ship, le Schlesien. C'est
Cette opération avait ouvert la voie du port de Gdansk pour les navires de transport de troupes. Gdansk avait fait partie de l'Allemagne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et Hitler était déterminé à la réintégrer au Reich par la force si nécessaire. Le 2 septembre, Hitler avait prévenu les Alliés qu'il se retirerait de Pologne s'il était autorisé à conserver Gdansk et le fameux couloir polonais. Haider fut convoqué à la chancellerie au matin du 3 septembre et fut informé que la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Hitler était embarrassé par son erreur de jugement concernant la réaction de l'Angleterre à son attaque et finit par admettre « Je n'étais pas capable d'éviter la guerre avec les Britanniques, après tout. » Raeder observa froidement « Notre flotte de surface est si inférieure en nombre à la flotte anglaise qu'elle ne peut rien faire d'autre que montrer qu'on peut mourir courageusement. » L'amiral Graf Spee était le troisième des cuirassés de poche allemands, mais allait devenir le plus célèbre. Le 13 décembre 1939, alors en mission contre les navires marchands dans l'Atlantique Sud, il fut forcé de rejoindre Montevideo par les croiseurs britanniques Ajax, Achille et Exeter. La bataille qui suivit mit à jour les faiblesses fondamentales du concept des navires blindés, car le Graf Spee n'était pas assez rapide pour semer les croiseurs rapides anglais, et ses tourelles triples de 280 mm étaient dépassées pour engager les trois cibles très mobiles. L'Exeter fut cependant durement touché, mais le Graf Spee fut endommagé pendant le combat et forcé de s'abriter à Montevideo pour réparation. Induit en erreur par des Anglais laissant croire que de puissants renforts étaient proches, Lonsdorff reçut l'ordre d'Hitler d'éviter l'humiliation de la reddition de son navire. Le 17 décembre, le Graf Spee se saborda dans les eaux territoriales uruguayennes. Sous le commandement de Lonsdorff, le Graf Spee avait coulé 9 navires pour un total de 50 000 tonnes. Pas un seul de ces marins, officiers ou passagers ne perdit la vie dans ces opérations. Dans une dernière lettre, écrite quelques instants avant son suicide, Lonsdorff écrivit « Un capitaine ayant le sens de l'honneur ne peut pas séparer son propre sort de celui de son navire. Je peux seulement prouver par ma mort que les forces combattantes du Troisième Reich sont prêtes à mourir pour l'honneur de leur drapeau. » Le Scharnhorst fut lancé le 3 octobre 1936. Ce navire rapide et robuste pesait 32 000 tonnes. Son sister ship, le Gneisenau, fut lancé 2 mois plus tard. Ces 2 nouveaux navires correspondaient à une nouvelle définition du navire de guerre qui sacrifiait le blindage au profit d'une plus grande vitesse. Le Scharnhorst et le Gneisenau passèrent la première partie de la guerre en mer, à traquer les convois de navires marchands dans l'Atlantique Nord. En 1939, ils interceptèrent un convoi au large de l'Islande, escorté par le Rawalpindi, un navire marchand converti en croiseur armé. Il fut coulé par le Scharnhorst, mais son sacrifice permit au convoi de s'échapper. Le Scharnhorst et le Gneisenau échappèrent à la Home Fleet britannique et retournèrent sans dommage à leur port d'attache. L'objectif de toute cette affaire était la guerre commerciale. Nous n'étions pas le seul navire de combat dans l'Atlantique. Les croiseurs blindés, qui furent plus tard rebaptisés Admiral Scheer et Graf Spee, avaient déjà été engagés avant nous. Le Scheer était notre modèle et avait déjà été couronné de succès.
Nous avons reçu l'ordre de mener nos attaques selon les mêmes méthodes, c'est-à-dire de naviguer et de trouver autant de convois et de navires marchands que possible, de les détruire ou de les capturer, et dans ce cas de les ramener à bon port. Les Britanniques avaient déjà ajouté du blindage à leurs navires de commerce et formé des convois pour leur protection. Certains étaient armés et parfois accompagnés de cuirassés ou de croiseurs. Nous ne nous risquions pas toujours à affronter un navire qui pouvait avoir un meilleur armement que le nôtre, ce qui pouvait avoir des conséquences graves. Nous pouvions y perdre notre navire ou l'endommager au point d'être obligés de battre en retraite, ce qui nous aurait retiré du front pendant le temps des réparations ou même définitivement. Dans nos flottes de combat, de nombreux navires étaient utilisés pour la reconnaissance. Des avions étaient chargés d'explorer les mers pour trouver les convois, en particulier ceux sans escorte. Parfois, ces navires marchands étaient camouflés et équipés de canons. Malheureusement, la plupart des navires et des convois qui naviguaient sans escorte étaient des navires qui n'emportaient aucune cargaison d'importance ou qui étaient même vides. Mais ça ne nous arrêtait pas. Avant d'engager et de commencer à tirer, nous donnions toujours l'opportunité aux convois de stopper et de se rendre. Nous attaquions ceux qui arboraient le drapeau de guerre ou qui émettaient des appels au secours en morse à la radio. Nous avons capturé quelques navires. La plupart du temps, nous opérions seuls. En fait, le Scharnhorst et le Gneisenau agissaient indépendamment l'un de l'autre. Mais les deux navires étaient sous les ordres du commandant de la flotte de combat. Bien que nous appartenions à la même force, nous venions rarement au contact, sinon pour recevoir de nouveaux ordres concernant notre poste ou nos zones de reconnaissance. Pendant la campagne de l'Atlantique, nous sommes restés en mer pendant 9 semaines. Le 7 avril 1940, la Royal Air Force observa des navires marchands allemands faisant route au nord vers la Norvège. Ils filaient droit vers les ports de Narvik et de Trondheim. Chaque navire déguisé en caboteur était chargé de troupes d'assaut. L'Allemagne était sur le point d'envahir la Norvège. Aux côtés de la flotte se trouvaient les navires Scharnhorst et Gneisenau. Il y avait aussi les 2/3 de la flotte allemande de sous-marins déployés en protection des transports de troupes. Pourtant repérés par la RAF, le brouillard et les nuages bas aidèrent à dissimuler les navires. Bien qu'alertée, la Home Fleet fut lente à réagir à la menace. Les convois atteignirent leur destination sans encombre, même si un des navires marchands fut coulé par un sous-marin polonais. Un destroyer anglais qui avait également tenté d'intercepter la flotte fut éperonné par le croiseur allemand qu'Hitler avait envoyé à l'entrée de la mer du Nord. Les troupes d'assaut allemandes embarquées effectuèrent 5 débarquements distincts en Norvège. À Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim et Narvik. Pendant que les troupes aéroportées s'emparaient de l'aérodrome de Stavanger. En dépit de la perte du Blücher, tous les objectifs des Allemands furent atteints, sans rencontrer de résistance sérieuse de la part des Norvégiens. Au moment de l'invasion, le 9 avril, la flotte anglaise avait pratiquement rattrapé la flotte allemande, et tandis que les troupes débarquaient sans problème, de féroces combats se déroulèrent en mer. Les pertes allemandes et anglaises furent lourdes. Nous avons participé à l'attaque de la Norvège en avril 1940. Normalement, avant que les ordres n'arrivent, nous étions à l'écoute des rumeurs qui circulaient d'un navire à l'autre. La plupart d'entre nous furent cependant surpris lorsque les ordres furent donnés. Nous devions tous immédiatement partir en mer sans préavis. Les navires étaient lourdement chargés et nous étions accompagnés d'une flotte de destroyers. Ces destroyers étaient bourrés de munitions, d'armements et d'équipements.
Nous avons navigué vers les côtes de Norvège et en route, on nous a annoncé notre destination, Narvik. Notre boulot était d'accompagner les destroyers jusqu'au port, de les protéger pendant qu'ils y entraient, que les troupes débarquaient, que tout l'équipement et les munitions étaient déchargés, puis de les protéger sur le chemin du retour. Le voyage était difficile, le vent violent et la mer démontée. C'était pire pour les destroyers. C'était si agité qu'à un moment du matériel passa par-dessus bord, et pas seulement du matériel. Quelques hommes aussi tombèrent à l'eau. C'était dur. Nous avons finalement accompagné les destroyers jusqu'à Narvik, où ils ont déchargé. C'est au petit matin, alors qu'il faisait encore sombre, que la flotte anglaise nous a rattrapés. Nous avons combattu le cuirassé Renault pendant 2 heures. Le Gneisenau fut aussi engagé. Nous avons réussi à nous échapper et à filer vers nos destroyers, car nous devions les sortir de là sans dommage. Cependant, nous avons été informés que ce n'était plus nécessaire car les Anglais avaient attrapé les nôtres sur le chemin du retour et qu'ils étaient tous perdus. Les missions que nous avons menées pendant la campagne norvégienne, et j'en ai fait 5 de plus, duraient généralement 1 semaine. Parfois, elles duraient 3 semaines. La plus longue d'entre elles dura 9 semaines, ce qui est plutôt dur au milieu de l'Atlantique. Nous avons navigué 18 000 milles nautiques. En juin 1940, le Scharnhorst et le Gneisenau firent route au nord, ayant reçu l'ordre de lancer une attaque au nord de la Norvège. La campagne de Norvège touchait à sa fin. Après l'évacuation des troupes alliées de Narvik, les Allemands disposaient désormais d'une emprise solide sur tout le pays. La flotte allemande devait tenter d'intercepter les navires transportant les forces alliées en retraite. En mer, le croiseur allemand Prinz Eugen engagea un des navires de transport britanniques, vide, alors en route vers Narvik, mais laissa un navire hôpital qui l'accompagnait poursuivre sa route. La Home Fleet avait déployé plusieurs de ses navires les plus importants dans la zone, dont le porte-avions HMS Glorious. Le Scharnhorst et le Gneisenau repérèrent la fumée du Glorious à une distance de 30 km. Des destroyers anglais accompagnaient le porte-avions. Les 2 navires allemands manœuvrèrent pour affronter les Anglais. À une distance de 29 km, le Scharnhorst ouvrit le feu. Les tirs allemands furent efficaces, et après quelques minutes, le Glorious reçut un tir direct. Il commença à brûler, ce qui voulait dire qu'il ne pouvait plus lancer ses avions. Les 2 destroyers qui l'accompagnaient se placèrent pour le protéger et ouvrirent le feu contre les navires allemands. La distance entre les belligérants se réduisait. Le Glorious commençait à couler, mais les 2 destroyers combattaient avec un grand courage. Le premier fut rapidement coulé. Le second, l'Ardent, fut également touché et coulé, mais pas avant qu'il ne lance 4 torpilles. Le Scharnhorst reçut un impact direct sur son tribord, faisant un trou de 4 mètres sur 10, juste sous une des tourelles principales. Le navire était sévèrement endommagé.
Nous ne savions pas encore à quel point, mais nous nous rendions compte que c'était sérieux. Le moteur central avait été touché et inondé, et l'hélice ne fonctionnait plus. Par chance, nous avons réussi à rejoindre Trondheim sur un seul moteur. Mais nous pouvions entendre les arbres de transmission cogner lourdement. Nous sommes tout de même parvenus à bon port. Après une période de réparation à Brest, le Scharnhorst et le Gneisenau, ainsi que le Prinz-Eugen, réussirent une des opérations les plus audacieuses de la guerre. Ils remontèrent la Manche à pleine vitesse. Après les réparations effectuées à Brest, nous avons reçu de nouveaux ordres. La bataille de l'Atlantique était de plus en plus difficile. Et tandis que nous étions à l'ancre à Brest, nous nous savions apporter des bombardiers anglais. Et eux savaient que nous étions là. Il était nécessaire pour toute la flotte de filer avant d'être attaquée. 3 options se présentaient. 1, nous pouvions filer jusqu'en Méditerranée via Gibraltar. 2, nous pouvions remonter jusqu'en Norvège pour rejoindre la sécurité de la mer Baltique. 3, nous pouvions foncer à travers la Manche. Et celle-ci semblait la meilleure option. Les Anglais, cependant, s'y attendaient et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rendre la Manche infranchissable. Nous avons eu la chance, au grand désespoir des Anglais, de réussir notre sortie du port. Il y eut une attaque de bombardiers, mais c'était une nuit nuageuse et ils ne parvinrent pas à nous stopper. Nous avons eu la chance de ne pas être détectés avant d'atteindre le point le plus étroit de la Manche. Ils nous ont alors bombardés avec leurs batteries côtières, sans résultat car nous étions juste au-delà de la portée de leurs canons. Puis les avions arrivèrent. Autour de nous, le Scharnhorst, le Gneisenau, le Prinz-Eugen, nos destroyers et les avions torpilleurs, tout le monde tirait comme des malades. Les Anglais avaient envoyé quelques avions torpilleurs. Ils se sont approchés de nous très courageusement pour nous attaquer, mais ils étaient trop lents. Ils n'eurent pas l'opportunité de tirer une seule torpille. Nous les avons descendus les uns après les autres avec nos batteries anti-aériennes. La chance était vraiment de notre côté. La Luftwaffe arriva et engagea les chasseurs et bombardiers anglais, parvenant à descendre de nombreux avions de la RAF. Tous nos navires parvinrent à sortir de la Manche sans dommage. Le Scharnhorst continua pendant 2 ans à harceler les navires alliés. Mais en décembre 1944, il trouva une fin violente. Pendant la bataille du Cap Nord, il fut engagé et coulé par des croiseurs alliés. Seulement 36 de ses marins survécurent. Le 14 février 1939, la coque massive d'un navire de guerre en cours de finition glissa dans les eaux de Hambourg. C'était le Bismarck. Pour le parti nazi, ce fut un jour de fête. Un nouvel atout pour la puissance allemande. Un moment qui réjouit également le Führer. Le Bismarck était l'un des plus solides, un des plus grands, un des plus puissants et des plus modernes cuirassés de toutes les marines du monde. La légende du Bismarck se construisit en seulement 277 jours. Seulement 277 jours entre son lancement et son naufrage.
L'imposant Bismarck fut à l'origine d'un des épisodes de mer les plus dramatiques de toute la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce court laps de temps, il fut l'un des navires les plus puissants du monde. Il avait été équipé de la technologie la plus moderne et la plus avancée disponible. La variété et la puissance de son armement, le très haut niveau de son équipage, faisaient de ce navire une machine qui semblait invincible. Le Bismarck, qu'aucune marine du monde ne pouvait contrebalancer, était la représentation d'une Allemagne sur le chemin de la victoire. Juste avant l'été 1940, j'ai été affecté sur le cuirassé Bismarck. Nous avons passé les quelques semaines suivantes à découvrir le navire de l'intérieur et de l'extérieur et à apprendre comment le navire fonctionnait. Ensuite, nos postes nous ont été attribués. J'ai reçu l'ordre de rejoindre une batterie de 380 mm, la batterie du milieu. Je fus entraîné à manipuler ces canons et tous les autres instruments du poste. Puis nous sommes partis en mer. Nous avons reçu l'ordre d'effectuer un certain nombre d'essais en mer Baltique. Notre rôle était de tester les canons et de tirer à blanc. Grâce à cet entraînement, nous étions parvenus à une cadence de tir d'un obus toutes les 6 secondes. Étant donné la taille de notre artillerie lourde, c'était plutôt pas mal. Les Anglais attendaient que le Bismarck bouge. Alors que le puissant cuirassé passait la côte de Norvège, il fut repéré. L'alerte fut transmise à l'amirauté à Londres. Un avion de reconnaissance de la RAF fut envoyé pour confirmation. Les photos aériennes envoyées à Londres corroborèrent l'information. C'était bien le Bismarck. Il était à l'ancre, caché au fond d'un fjord, avec ses navires d'escorte en train de refaire du carburant. Personne à bord ne soupçonnait que nous avions été repérés par la RAF. Par conséquent, nous ignorions que les Anglais savaient que nous arrivions. Nous avons passé le détroit du Danemark le 22. C'est alors que nous avons rencontré pour la première fois 2 croiseurs anglais. Ces 2 navires sortirent soudainement du brouillard. Nous avons eu l'autorisation d'ouvrir le feu, mais l'un des 2 a disparu à nouveau dans le brouillard. Nous ne pouvions ni le voir, ni lui tirer dessus. Les Anglais avaient le radar, tout comme nous. Mais le commandant de notre flotte fit une erreur. Il nous assura que les croiseurs ne nous avaient pas eus en visuel et qu'en dépit des émissions radar qu'ils avaient lancées vers nos navires, ils n'avaient pas reçu d'écho, ce type de radar étant inefficace par cette météo. C'était faux. Les croiseurs Suffolk et Norfolk avaient vu le Bismarck, accompagné du Prince Eugène, et avaient eu toutes les informations grâce à l'alerte précédente. La nouvelle position fut transmise à Londres. Alors que le Bismarck continuait sa route, un message fut envoyé au cuirassé Hood, lui donnant les coordonnées et l'ordre d'intercepter et d'engager le Bismarck. Le Hood était alors un navire capital au sein de la Royal Navy, l'équivalent du Bismarck pour les Anglais. Bien que vieillissant, il était le navire le plus puissant de la marine anglaise et était considéré comme le meilleur adversaire potentiel pour le cuirassé allemand. Le Hood, accompagné par le Prince of Wales et 6 destroyers, manœuvra pour séparer les navires ennemis vers le détroit du Danemark.
Les navires se rapprochaient les uns des autres et se préparaient à livrer bataille. Lors du premier échange de tirs, le Hood et le Prince of Wales ouvrirent le feu. Le Bismarck et le Prince Eugène répliquèrent instantanément. Dès la première minute, un obus du Prince Eugène toucha le Hood, déclenchant un incendie qui s'étendit rapidement à tout le navire. Une énorme explosion suivit quelques instants plus tard. Le Hood coula en quelques minutes, après avoir tiré seulement 5 ou 6 salves. De son équipage de 1400 hommes, seulement 3 survécurent. Après la destruction du Hood, le Bismarck et le Prince Eugène tournèrent leurs canons vers le Prince of Wales. Celui-ci fut également touché et forcé à cesser toute action offensive. Pendant ce temps, les 2 navires allemands filèrent au nord-ouest à travers les eaux danoises. Nous avions pris 3 impacts du Hood, un dans le compartiment des moteurs, un à l'avant du navire et l'autre sur la catapulte de lancement. Nous avions des morts. Nous avons navigué un peu avant qu'il soit décidé que le Prince Eugène continue vers le Groenland et que nous, le Bismarck, tentions de rejoindre Brest à fin de réparation. Le problème était que la soudure entre la paroi et la deuxième salle des chaudières était sérieusement endommagée et que l'eau commençait à l'envahir. Nous étions toujours en alerte et vraiment très occupés. Quand de l'eau entre dans un navire, vous pouvez imaginer que c'est la pire chose qui puisse arriver. Les gens commencèrent à paniquer. Plus tard, la situation commença à se stabiliser et nous reprîmes nos postes de combat respectifs. Le navire reprit sa route à pleine vapeur. Pour les Anglais, la chasse commençait. Des Catalina décollèrent pour se joindre à la traque, cherchant dans le brouillard et les nuages. Ils savaient que le Bismarck filait à toute allure pour se mettre à l'abri. Les Catalina survolaient l'océan. Il y eut une percée dans les nuages. Un sillage de navires fut repéré. Puis le navire fut aperçu. Le signal fut envoyé à toute la flotte. La cible avait été repérée. En quelques minutes, l'Ark Royal ainsi que toute la force H se rapprochèrent de la position. Le temps a été particulièrement mauvais dans la zone de la cible, mais les équipages savaient qu'il n'y avait pas d'autres navires dans cette zone. Le Sheffield reçut l'ordre de trouver et de découvrir le Bismarck. L'Ark Royal ne fut pas informé de ce départ. Les avions de l'Ark Royal, volant dans des conditions difficiles, repérèrent un navire proche de la position où ils s'attendaient à trouver le navire allemand. Persuadés qu'il s'agissait du Bismarck, ils lancèrent leur attaque contre le Sheffield. Mais le sort se retourna contre le Bismarck. À bord de l'Ark Royal, les avions de retour étaient réarmés et réapprovisionnés en carburant. Sous une pluie violente, les Swordfish décollèrent pour une deuxième attaque. Le 26 au soir, nous avons été attaqués pour la deuxième fois par les Swordfish anglais, des avions torpilleurs. Plus tard dans la nuit, une deuxième attaque eut lieu et eut plus de succès. Nous avons été touchés. Nous avions tenté d'échapper aux avions et aux torpilles,
Mais à ce moment-là, nous avons été touchés au gouvernail. Il était salement amoché et était tordu à environ 12 degrés. Après ça, nous n'avons pu avancer qu'à 8 nœuds à l'aide des moteurs du côté opposé au gouvernail. Nous étions seuls. Nous étions environ 6 heures en avant de la flotte anglaise, mais nous ne pouvions plus nous échapper, seulement tourner en rond. Ils nous avaient tués. Vers 6 heures du matin, ils nous ont rattrapés. Nous avons tenté d'accélérer, mais sans résultat. Nous ne pouvions plus que tracer des cercles. Et nous n'avons pas tardé à réaliser que nous étions une cible facile pour la flotte anglaise. La flotte anglaise était composée du Dorsetshire, du King George V et du Rodney. Ils se rapprochèrent du Bismarck endommagé et ouvrirent le feu. Les tirs anglais se succédèrent par salve pendant 1 heure entière. Nous avons reçu 2 tirs directs à l'avant du navire. Les équipes de la tourelle remontèrent et nous avertirent de filer au plus vite, car la soute allait exploser d'une minute à l'autre. Les quartiers maîtres du navire donnèrent l'ordre à l'équipage de se retirer. Nous avons couru dans le navire vers nos quartiers. Nous étions sous le pont. C'était la panique partout. Les équipes des salles d'opération, ceux qui s'occupaient des machines et des hélices, avaient donné l'ordre de la mesure V. Le V signifiant Versunker, naufrage. Nous avions 15 minutes pour abandonner le navire. J'ai tenté d'ouvrir la porte de l'écoutille, mais c'était impossible à cause des débris qui étaient tombés dessus. J'ai crié pour que quelqu'un au-dessus tente de les bouger. Et par chance, quelqu'un a entendu mon cri et a pu les déplacer. J'ai laissé mes camarades sortir en premier et je me suis assuré que la pièce était vide. Il y eut un autre impact sur le pont. Nous avons perdu de nombreux hommes et beaucoup d'autres étaient salement blessés. J'ai tenté d'aller vers l'arrière. C'était une erreur de ma part. L'eau était en train de l'envahir. Je me suis donc sorti de là et je suis monté au niveau supérieur. Vous ne pouvez pas croire ce que j'ai vu là. J'étais sur le pont au niveau de la tourelle César. Il y avait au moins 50, peut-être 100 cadavres. Vous ne pouvez imaginer une telle vision d'horreur. En tout, 111 hommes du Bismarck furent sauvés, mais 2000 autres, dont tous les officiers, avaient péri. Le Lützow fut lancé sous le nom de Deutschland. Mais en février 1940, Hitler décida que la perte éventuelle d'un navire appelé Allemagne serait un très mauvais présage, et le nom fut changé en Lützow. En 1940, il prit part à la campagne de Norvège avant de naviguer plus au nord pour menacer les convois alliés en route vers la Russie. En décembre 1940, avec l'amiral Hipper, il prit part à un raid contre un convoi défendu par 8 destroyers. Les destroyers menèrent une attaque impressionnante dans ce qui est désormais connu comme la bataille de la mer de Barents. Finalement, les navires allemands furent forcés d'abandonner leur raid.
Hitler, rendu furieux d'une telle contre-performance décevante, menaça de dissoudre toute la marine. Les relations entre le Führer et le grand amiral avaient atteint un point de rupture. Raeder démissionna et fut remplacé par l'amiral Dönitz. Le Lützow fut envoyé dans la Baltique pour entraînement, puis plus tard opéra en soutien de l'armée contre les Russes en Baltique orientale. 2 mois après le lancement du Bismarck, son sister ship, le Tirpitz, fut mis à l'eau. Avec 52 600 tonnes, le Tirpitz était 2000 tonnes plus lourd que le Bismarck et avait un armement et un équipage plus importants. Il fut envoyé en Norvège en 1942. Les nombreux fjords lui donnaient de nombreux points d'ancrage relativement sûrs. En septembre 1943, des sous-marins de poche appelés X-Craft parvinrent à entrer dans le fjord et à endommager les hélices avec des mines. Tous les X-Craft furent perdus dans l'opération. En avril 1944, des avions embarqués anglais lancèrent une attaque contre le Tirpitz. Une fois de plus, il fut endommagé, mais cette fois encore, sans gravité. Finalement, à l'automne 1944, 2 des meilleurs squadrons du Bomber Command attaquèrent le Tirpitz en 3 raids séparés. Le 12 novembre, ils le touchèrent si sévèrement qu'il chavira. Le dernier des grands cuirassés allemands avait vécu. Les cuirassés allemands avaient mené une longue et dure guerre, héroïque. Le Graf Spee s'était sabordé 10 jours avant l'invasion de la Pologne, alors que le Lützow était toujours en action au moment de l'invasion russe, 4 jours avant la mort du Führer. Aucun des grands navires de combat ne devait survivre au conflit. Le 4 septembre 1939, 112 passagers et membres d'équipage du SS Athenia étaient tués en mer. Ce furent les premières victimes de la guerre sous-marine allemande. Cette attaque marquait le début d'une longue campagne, durant laquelle les pertes furent lourdes des 2 côtés. Entre septembre 39 et mai 45, les U-boats coulèrent 2603 navires marchands et 175 navires de guerre alliés. Environ 30 000 marins des convois alliés moururent en mer. En contrepartie, des 1162 U-boats construits pendant la guerre, 784 furent coulés. Et sur les 40 900 hommes affectés aux sous-marins, près de 26 000 moururent en mer. En dépit de ces pertes effrayantes, le moral des sous-mariniers allemands resta toujours au plus haut. En mai 1943, ils subirent des pertes si lourdes qu'ils durent être retirés de la bataille de l'Atlantique. Mais dès que de nouvelles tactiques et de nouvelles armes furent prêtes, le combat reprit. Un retour en action similaire était programmé pour 1945, mais n'eut jamais lieu, les armées alliées s'étant emparées des chantiers navals et des centres de production.